s'agit pour le moment de réfléchir ensemble à ce qui existe, à ce qu'il sera possible de mettre en œuvre pour faire en sorte que cela évolue et à peut-être des expériences individuelles. Et évidemment, on attendra de Madame la ministre Elisabeth Moreno une réponse politique et des propositions, puisque sa nomination est assez récente, aux droits des femmes notamment. Donc on va essentiellement axer la discussion autour de l'index égalité femmes-hommes pour savoir si c'est un premier pas à suivre qui peut permettre aux entreprises de développer une meilleure possibilité en termes d'égalité femmes-hommes. Alors les inégalités entre femmes et hommes dans les entreprises françaises sont connues, elles ont été identifiées, elles ont fait l'objet de plusieurs lois, notamment autour de la question de représentation dans les conseils d'administration, mais la situation reste encore aujourd'hui extrêmement inégalitaire. On a pu voir qu'avec l'année que nous venons de traverser en 2020, avec le virus et notamment la période de confinement, que les femmes ont payé un tribut extrêmement lourd à la situation, non seulement parce qu'elles étaient en première ligne, mais parce qu'en plus, celles qui travaillaient notamment à distance ont vu amplifier en fait la charge qui est la leur malheureusement du fait de la répartition encore inégalitaire des tâches domestiques dans les foyers français. Et donc cette question-là se pose, elle se pose aussi en écho avec une organisation sociale qui ne permet pas nécessairement encore aujourd'hui aux femmes d'aspirer pleinement à une place complète dans le lien professionnel. Évidemment, c'est une question qui est en lien avec le plaidoyer du collectif, puisque c'est l'action 11 qui décrit ainsi cette préconisation. Il s'agirait d'intégrer une parité de genre dans les instances de décision en engageant une réelle politique d'égalité femmes-hommes. Et donc c'est un indicateur qui est basé en fait sur les scores des entreprises à l'index d'égalité femmes-hommes. Alors pour discuter aujourd'hui, nous avons plusieurs intervenantes. C'est une table ronde qui est totalement féminine, pardon du lapsus. Excusez-moi, ça m'a échappé. Alors, je crois qu'il y a une introduction avant que nous commencions les échanges. Comment ça se déroule? Il me semble qu'une personne... C'est bon? Ça a été fait. D'accord. Super, quelle efficacité, je suis impressionnée. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est vous expliquer d'une part pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi c'était un sujet important. C'est un sujet qui est important pour moi en tant que journaliste parce que c'est un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis un peu plus d'une décennie et les médias sont aussi des entreprises. Donc cette question de la représentation existe aussi bien pour les femmes journalistes. Je fais partie d'un collectif de femmes journalistes qui s'appelle Prenons la Une, mais aussi sur la manière dont on parle des femmes dans les médias, dont on les décrit, mais aussi dont on leur donne la parole. La question des femmes expertes est encore une question extrêmement d'actualité. Il y a un guide qui s'appelle le guide des expertes qui permet de solliciter d'autres femmes pour prendre la parole dans les médias. Et je tiens aussi à indiquer que je parlais des conséquences sur le travail des femmes de la période que nous avons vécue. Ce qu'on a vu aussi, notamment à la télévision, c'est les écrans tout d'un coup redevenir quasi totalement masculins du fait de la sollicitation très très intense de l'expertise médicale. Et ça montre aussi les dynamiques de pouvoir, y compris dans la sphère des métiers de la santé. Alors, avec moi aujourd'hui, alors c'est un ordre qui ne correspond pas forcément à l'ordre dans lequel vous êtes assise, mais l'ordre que j'ai sur mes fiches. Donc nous avons parmi nous aujourd'hui Céline Masse, qui est présidente d'ONU Femmes France, membre du HCE et par ailleurs écrivaine et entrepreneur sociale. Vous avez deux projets à impact, Love for Livre et Return for Society. Donc peut-être que vous nous en parlerez. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Merci à vous d'être là. Juste à côté de moi, Anne-Laure Thomas, directrice diversité et inclusion de L'Oréal. Donc Anne-Laure Thomas est engagée sur les droits des femmes et le handicap. Elle est à l'origine de la direction diversité de la Banque Postale. En 2017, elle devient directrice diversité et inclusion pour la France chez L'Oréal. Donc c'est vos activités dont vous parlerez. Vous avez aussi des intérêts pour d'autres sujets, les femmes, mais aussi d'autres personnes qui sont exclues dans l'entreprise. Tatiana Jama, vous êtes cofondatrice de Sista, dotée d'une double formation en affaires et en droit. Vous êtes en affaires et en droit, vous êtes multi-entrepreneur, cofondatrice du collectif Sista, je viens de le dire, qui vise à réduire les inégalités de financement entre les femmes et les hommes dans les levées de fonds. Bonjour, merci, bienvenue. Merci, ravie d'être là. Merci. Ensuite, Marie-Georges.
Vous êtes multi-entrepreneur également. Décidément, on a beaucoup de personnes qui sont multi-casquettes et polyvalentes. C'est très très bien pour le dynamisme des échanges. Vous êtes présidente de Willa qui s'engage à accompagner au moins 150 femmes par an dans leur parcours entrepreneuriaux. C'est exact ? Absolument. Merci beaucoup. Merci. Et Elisabeth Moreno, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Vous êtes ministre déléguée auprès du Premier ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'égalité des chances et de la diversité. Alors, vous avez un passé très très costaud qui a été largement salué lors de votre nomination. Vous êtes dirigeante d'entreprise et femme politique, vous avez été présidente de HP Afrique, après avoir été présidente France de Lenovo. Et donc, le 6 juillet 2020, donc c'est tout frais, tout récent, vous avez fait votre entrée dans le gouvernement. Vous avez succédé notamment à Marlène Schiappa. Donc bienvenue parmi nous et merci beaucoup. On attend beaucoup de vous. On va vous poser des questions. Il y a des attentes, il y a beaucoup d'espoir dans votre nomination, mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de questions, si ce n'est aussi de critiques qui peuvent être adressées à l'action du gouvernement. Donc on espère vraiment avoir de votre part des réponses à ce sujet. Je suis absolument ravie d'être là. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors, la première question que j'ai envie de poser, donc ce que je vous propose, c'est que je vous pose une question, qu'elle circule parmi vous, puis après éventuellement qu'on rebondisse. C'est sur l'index d'égalité femmes-hommes. Faire un état des lieux. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il y a des axes à améliorer ? Et qu'est-ce qu'il manque s'il y a des choses à améliorer ? Alors, Anne-Laure Thomas, j'ai l'impression que vous voulez commencer. Je vais y aller sur l'index, juste pour que ce soit très clair pour tout le monde. C'est un index donc, qui date de 2018, qui est très récent, qui a été lancé par Muriel Pénicaud, avec 5 critères. Les entreprises doivent répondre à 5 critères et ça donne une note globale sur 100. Et entre guillemets, pour être dans les clous, il faut avoir une note supérieure à 75 sur 100. Donc ça a commencé pour les entreprises de plus de 1000 salariés, puis de plus de 250, et depuis mars 2020, donc cet index s'applique également à toutes les entreprises de plus de 50 salariés. D'accord ? Il y a 5 critères et donc les entreprises se mesurent et peuvent comparer donc d'année en année leur progression. Sur ce premier état des lieux, ce qu'on peut dire déjà, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on mesure vraiment et concrètement, on a des données. Alors, on reparlera sur des choses qu'on peut certainement améliorer dans cet index, mais en tous les cas, on peut mesurer. On peut faire un état des lieux et on peut prendre conscience, pour ceux qui n'avaient pas conscience, des écarts de traitement entre les femmes et les hommes et sur quels sujets s'améliorer. Et sur les sujets qu'on a pu voir, en tous les cas, qui sont ressortis sur cet index, il y a notamment le sujet des congés maternité, qui est un vrai sujet, qui est un sujet à prendre en considération, qui est extrêmement important. Le sujet des congés maternité pose vraiment question, et c'est là-dessus d'ailleurs que les entreprises se sont améliorées, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une vraie disparité quand les femmes partent et reviennent de congés maternité, qu'elles ne sont pas, entre autres, soit augmentées, soit certaines qui ne retrouvent pas leur poste. Donc il y a un vrai sujet qui a été mis en avant. Un autre sujet sur cet index qui a mis également en lumière, c'est les 10 plus hautes rémunérations au sein de l'entreprise, vu qu'il faut qu'au moins 4 de ces 10 plus hautes rémunérations soient des deux sexes. 4-6 pour qu'il y ait un équilibre. Et là, on s'est aperçu aussi qu'il y avait une vraie disparité, que les entreprises n'étaient pas au rendez-vous. Donc ça permet de se mesurer, ça permet de travailler sur les critères, ça permet de progresser. Et sur les notes moyennes globales, en 2019, on était à 83 sur 100. En 2020, 87. Donc ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une progression. On peut constater cette progression, on peut la saluer, mais on peut se dire aussi que 87, c'est pas 100 et qu'il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir peut-être, Céline Masse, à ce sujet ? Merci. Je sais que, étant aux Nations Unies, vous avez énormément de données, y compris des données internationales, donc ça peut peut-être être intéressant de comparer ce qui se passe en France et quels indicateurs sont utilisés pour d'autres pays. Oui. Merci beaucoup. En fait, au plan international, l'égalité salariale, l'inégalité, d'ailleurs, vous voyez l'abscis révélateur qui traduit mon désir profond, c'est 23%. Et il y a un taux d'activité différentiel entre les femmes et les hommes d'à peu près 25%. L'index dit Pénicaud, il a une originalité par rapport à d'autres outils que l'on trouve au plan international, c'est qu'il est très simple.
Il est appropriable, c'est-à-dire que vous allez sur le site, vous trouvez toutes sortes d'informations pour comprendre la méthodologie, pour vous former, ce qui est assez rare parce qu'on a des index beaucoup plus techniques. Par exemple, je pense à celui de l'Institut européen pour l'égalité des genres, mais c'est un index que vous ne pourrez pas nécessairement vous approprier. La deuxième caractéristique intéressante par rapport à d'autres index internationaux, c'est qu'il a une obligation de résultat, puisque si vous n'obtenez pas les 75 points, vous avez 3 ans pour mettre en œuvre des actions correctrices et vous pouvez être sanctionné jusqu'à 1% de votre masse salariale. Donc ça, c'est important. Il a aussi une autre qualité, c'est qu'indéniablement, c'est un succès en termes d'effet d'entraînement. Parce que sa simplicité fait que c'est un outil de dialogue, à la fois avec les partenaires sociaux, avec les salariés de l'entreprise. Et à partir du moment où l'égalité devient un outil de dialogue simple, quotidien, presque, j'ai envie de dire, formel et informel, alors on a gagné une partie de la bataille parce qu'on est dans un sujet de société et non pas un sujet de corporation ou de groupe les uns contre les autres, ce qui n'est pas du tout, en tout cas, la philosophie des Nations Unies. Et pour terminer, pour rebondir, il y a néanmoins des éléments perfectibles, en étant très, très constructifs. C'est vrai que les Nations Unies, c'est une maison de données. On a beaucoup, beaucoup de données, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a, de mon point de vue et du point de vue d'ONU Femmes, 4 éléments. D'abord, on peut avoir sur l'axe égalité salariale qui est de 40 points, donc qui est le plus important des 5 cités par Anne-Laure Thomas. On peut avoir la moitié des points, mais néanmoins avoir plus de 75 au global parce qu'on aura eu sur les autres items un bon résultat. Donc peut-être qu'il y a une notion de seuil à fixer au moins sur cet axe-là. Premier point. Deuxième point, il est publié, donc il y a 2500 entreprises, on a téléchargé les données, on a screené, qui ont déclaré, mais on ne voit pas en fait les points dans chaque catégorie. Or, c'est intéressant, que ce soit pour les associations, pour la société civile, de savoir si une entreprise a eu 80 parce qu'elle est très performante sur le congé maternité ou sur d'autres sujets. Donc peut-être là-dessus une publication plus précise des résultats. Troisième point, la quantification du congé maternité, c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'index nous dit est-ce que vous êtes augmenté ou pas quand vous rentrez de congé maternité. Mais sauf que le Code du travail, il définit quand même le montant que vous devez recevoir. Et donc, ça ne suffit pas de dire qu'on est augmenté. On peut recevoir 2 € symboliques, sans mauvais esprit. Ce qui compte, c'est aussi le montant avec lequel on est augmenté. Et un dernier point, c'est très concret, mais ce sont des propositions pour débat et discussion, c'est qu'on n'a pas dans l'index encore des entreprises de 10 à 50 salariés. Or, autant je pense que les entreprises de moins de 10 salariés sont plutôt concernées par l'accès au capital, on parlera probablement Sista, autant quand on a de 10 à 50 salariés, on peut déjà être concerné par un certain nombre d'items, et donc peut-être avoir un index simplifié de 2 ou 3 variables pour les entreprises de taille petite, mais qui, dans le tissu entrepreneurial français, compte beaucoup et représente une grande partie des entreprises. Voilà, peut-être pas en assez bref, navré, mais je m'arrête là. Merci beaucoup. Peut-être que oui, Marie-Georges, vous voulez... Bonjour, je veux bien rebondir sur les propos de Céline Masse. Je suis assez d'accord. Moi, je représente Willa, qui est un incubateur de start-up qui a une particularité, c'est que depuis 15 ans, on accompagne uniquement des start-up dont un des fondateurs est une fondatrice. Donc il faut forcément avoir une femme dans l'équipe créatrice et dans l'équipe dirigeante pour pouvoir bénéficier de notre accompagnement qui peut durer entre 6 mois et 2 ans au moment de la création, de l'amorçage de la société. Et en fait, ce qu'on constate dans l'univers start-up des petites entreprises, c'est qu'on manque souvent de chiffres. En fait, on a du mal à chiffrer, on a du mal à compter. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un chiffre net de nombre de créations d'entreprises par les femmes. Donc on dit oui, bah ça va à peu près parce qu'on est à 35, 40. Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a les professions libérales, il y a les artisans, il y a les entreprises unipersonnelles. Donc en fait, si on veut les entreprises qui sont innovantes ou qui vont créer de l'emploi, ça on n'a pas. Enfin, cette case n'existe pas. Donc après, on regarde du côté des montants de fonds levés. Et on arrive toujours, par quelques endroits qu'on le prenne, on arrive toujours à 6-7% d'entreprises, de start-up fondées par des femmes, ce qui est un chiffre atroce, enfin très mauvais, mais on n'arrive pas à avoir suffisamment de données tangibles. Donc il serait intéressant effectivement d'avoir une version simplifiée. Je ne suis pas forcément favorable à quelque chose de très obligatoire parce que la grande quand même problématique des très jeunes entreprises et des petites entreprises, c'est d'être totalement
débordé d'obligations administratives dont on ne peut pas se sortir, dont on peut sortir quand on est un groupe du CAC, mais quand on est une boîte où il y a 10 personnes, c'est extrêmement compliqué de devoir remplir toujours des tonnes de papiers, de formulaires, etc. Mais en revanche, d'avoir une version simplifiée pour pouvoir s'évaluer et pour pouvoir avoir des chiffres qui pourraient nous dire, ben voilà, les petites entreprises, les entreprises en création, etc., voilà où elles en sont sur ces sujets, ça pourrait être très intéressant et on pourrait se rendre compte de phénomènes plus vertueux qu'on ne pense. Nous, dans les entreprises qu'on accompagne chez Willa, on se rend compte que le fait, par exemple, d'avoir une femme à la tête de l'entreprise fait qu'on a une mixité naturelle des équipes beaucoup plus grande. À l'incubateur, on a des équipes, au-delà du fait qu'il y ait une femme dans l'équipe fondatrice, on a souvent des équipes où il y a une moitié de femmes dans les entreprises qui commencent à avoir 10-15 personnes. Donc c'est des choses qu'on pourrait objectiver davantage si on pouvait avoir de la data. Et oui, Tatiana Jama, vous avez justement, avec Sista, documenté un certain nombre d'inégalités à plusieurs niveaux pour les femmes dans la tech, aussi bien du point de vue du financement, de la présence et de la confiance aussi qu'on peut leur faire pour entreprendre. Est-ce que vous pourriez peut-être mettre vos recherches en écho avec justement cet index qui existe pour l'égalité femmes-hommes ? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, c'est évidemment une bonne chose, puisque la conviction qui a porté Sista sur lesquelles on considère que c'est fondamental, c'est qu'il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Si on ne compte pas les femmes, elles ne comptent pas. Et ça, je pense qu'au fur et à mesure des années, et notamment, on voit bien ça avec ce qu'on appelle le data gender gap, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de data sur tout ce qui est masculin que ce qui est féminin. Donc je pense que c'est exceptionnel de le faire. Et à l'origine de Sista, il y a le fait de compter, c'est-à-dire qu'il y avait un grand blabla autour du fait qu'il n'y avait pas assez de femmes entrepreneurs, pas assez de femmes financées, qu'elles osaient pas, qu'elles n'étaient pas assez audacieuses. Pourtant, nous, on en voit tout le temps des femmes audacieuses et ambitieuses. Mais la difficulté, c'est qu'il y avait très peu de chiffres. Et donc, on a lancé un baromètre avec le BCG, où pour la première fois, on a sorti des chiffres sur les femmes, l'entrepreneuriat féminin et surtout le financement. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 2% de l'argent total des VC français qui avait été donné à des femmes entrepreneurs. 2%. C'est monstrueux. C'est-à-dire que l'économie numérique est en train de transformer les usages et les services de demain. Et les femmes n'y prennent absolument pas part du tout, avec des conséquences dramatiques sur l'intelligence artificielle, sur le fait qu'on ne pense pas, encore une fois, même dans la logique de plateforme, on est quasi inexistant. Donc c'est évidemment une bonne chose. Je pense que les sanctions ne sont pas assez importante, mais c'est évidemment un premier pas, et qu'à partir du moment où il y a une vraie révolution, parce que la plupart des jeunes vont sur les sites des entreprises pour aller regarder quel est leur index et sur quoi est-ce qu'ils s'engagent, je pense que de fait, à partir du moment où on est dans une guerre des talents et qu'il faut attirer ces talents, le fait d'afficher publiquement ces chiffres va, à mon avis, faire bouger les grandes entreprises. Après, sur tout ce qui est entrepreneuriat, moi je pense que c'est super et qu'il faut s'en inspirer. Et de la même façon avec la charte Sista. Donc la charte Sista, c'est imposer à l'ensemble des fonds d'investissement 25% de femmes financées à horizon 2025. Donc on part de très loin. Et l'idée, c'est d'arriver à 25%. C'est une charte qui a été signée à Bercy en octobre dernier. Il y a plus de 80 fonds d'investissement qui ont signé, dont la BPI, qui représente plus de 30 milliards. Donc c'est vraiment des avancées. Et je pense que plus on compte, plus on affiche ces chiffres, et moins il y aura d'excuses pour essayer de faire avancer les choses. Merci beaucoup. Il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. C'est une très très belle et juste formule. Madame Elisabeth Moreno, donc vous êtes ministre en charge de cette question. Qu'est-ce que vous inspire les différentes réflexions qui ont été faites, à la fois sur le caractère peut-être un peu limité de l'efficacité de l'index, notamment sur la prise en compte des entreprises plus modestes et des freins qui existent dans le monde de la tech? Eh bien, je vais commencer par dire que je suis absolument ravie de partager ce panel avec des femmes qui comptent, avec des femmes qui font bouger les lignes et qui montrent que le monde de l'entreprise ne manque absolument pas de femmes talentueuses et ambitieuses. Il manque juste d'opportunités pour les laisser briller. Est-ce que puisqu'on
il faut compter, je partage totalement cet élément avec vous. Si on ne compte pas, on ne mesure pas et on ne se rend pas compte de combien on progresse ou pas. Est-ce que vous savez, par exemple, que si nous étions à l'âge de la retraite aujourd'hui et que nous devions toucher notre retraite simplement parce que nous sommes des femmes, eh bien nous toucherions 37% de moins que les hommes. Est-ce que vous savez par exemple que l'une des premières lois sur l'égalité salariale date de 1972. Donc c'est-à-dire qu'il y a 48 ans, on avait déjà identifié cette difficulté, cette injustice de l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Je ne vais pas vous dire pourquoi, vous le savez déjà. Nous faisons les enfants, nous arrêtons de travailler, nous éduquons les enfants plus longtemps, nous sommes plus souvent soumises au travail partiel, à temps partiel, et toutes ces accumulations créent une injustice qui est juste inacceptable, qui est juste intolérable. Et quand, moi j'ai 2 filles, quand j'ai ces discussions avec mes filles, j'ai du mal à leur expliquer pourquoi d'un point de vue rationnel, parce qu'il n'y a rien qui devrait justifier ça. Et donc je pense que quand Muriel Pénicaud s'est attachée à cet index égalité, moi je crois énormément à l'émancipation des femmes par l'économie, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où j'allais presque dire malheureusement, c'est pas malheureusement dans l'idée que l'économie n'est pas bien, l'économie est bien pour faire avancer un pays, pour lui permettre de se développer, mais on ne peut pas prendre que cet élément-là en considération. On est dans une société où on prend de plus en plus en considération les aspects sociaux et contribution sociale à nos sociétés, parce que c'est ce qui contribue aussi à faire en sorte que personne ne se sente discriminé. Et je suis heureuse que cet index existe parce qu'il a fallu du temps. Vous parliez de 2018 tout à l'heure. 2018, pour enfin avoir des données chiffrées, pour enfin avoir la capacité et les moyens de mesurer. Moi, vous l'avez dit, Rokhaya, je viens du monde de l'entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont la volonté de prendre ce sujet à bras-le-corps, et il y en a sur ce panel. Mais beaucoup d'entreprises, et particulièrement les toutes petites entreprises, vous disent « je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre, moi on est 5 dans ma boîte, je ne vais pas passer des heures et des heures à mesurer, comparer, et comment je fais pour savoir qu'à compétence égale, expérience égale, 2 personnes, c'est très compliqué, ils n'ont peut-être pas les mêmes diplômes, etc. » Donc l'avantage de cet index, c'est qu'il donne des éléments concrets, simples, facilement applicable, a été mis en place un outil pour aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à faire ce calcul, à le faire en plus de manière anticipée, parce que on veut pas que ce soit un outil punitif, on veut que ce soit un outil qui aide les entreprises qui sont volontaires et qui depuis longtemps se disent quand même on a un problème, on peut pas continuer comme ça, on leur donne le moyen de faire le travail qui va bien. Ce qui m'inquiète et qui en même temps me donne beaucoup d'espoir, c'est que quand on regarde le nombre d'entreprises qui ont scoré à 100%, il n'y en a que 1%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 1% d'entreprises, toutes tailles confondues, il n'y a que 1% d'entreprises françaises qui peuvent se targuer aujourd'hui d'avoir une égalité salariale parfaite dans leur entreprise. Et parce que j'ai encore une expérience beaucoup plus longue dans le monde de l'entreprise que dans la politique, je vais vous dire une chose. La guerre des talents aujourd'hui fait rage. Et je me réjouis de savoir que n'importe qui, n'importe quelle femme, n'importe quel jeune qui a envie de rejoindre une entreprise aujourd'hui peut aller chercher son score et se dire, tiens, cette entreprise attache de l'importance à l'égalité femmes-hommes ou pas du tout. Et comme je suis un jeune plein de talent et plein de capacités, eh bien, ma foi, je vais aller dans l'entreprise qui prend ce sujet très à cœur. Et il faut quand même reconnaître, et je crois que Céline vous l'avait dit, à partir du moment où l'index a été mis en place, toutes les entreprises ont progressé.
que ce soit les entreprises de plus de 1000, les entreprises intermédiaires ou les toutes petites entreprises, elles ont toutes progressé en 1 an. Ça nous donne quand même beaucoup d'espoir pour l'avenir, n'est-ce pas? Donc, je qualifierais, moi, ces résultats d'encourageants. Je ne serai jamais satisfaite tant qu'une femme découvrira par le hasard de la vie que son collègue qui fait le même job gagne 25% de plus qu'elle, qui a les mêmes compétences, les mêmes diplômes, la même expérience, il gagne 25% juste parce que, parce que jamais on ne m'expliquera comme il convient. Et comprenez bien aussi que c'est un travail des entreprises, mais c'est aussi un travail de chaque individu qui va veiller. Parce que plus les choses sont visibles, plus elles sont transparentes, moins on peut les cacher. Et je me souviens de certaines discussions lorsque j'ai discuté avec Muriel Pénicaud qui m'a dit « Mais tu sais, tout le monde n'est pas de mauvaise foi, certaines entreprises ne savaient pas, et je les crois. Je veux les croire parce que je ne veux pas croire le contraire. Certaines entreprises ne savaient pas qu'il fallait augmenter les femmes qui rentraient du congé maternité. C'est possible. Quand vous êtes patron d'une toute petite entreprise, c'est possible. Certaines entreprises ont découvert avec effroi le décalage qu'il y avait. C'est possible. Parce qu'encore une fois, les entreprises sont plus habituées à mesurer leur bilan de fin d'année, les bénéfices et les profits et les pertes, qu'à calculer l'écart qu'il y a entre le salaire d'une femme et d'un homme. Donc je suis absolument ravie que cet index existe et je suis encore plus ravie d'avoir l'expérience de l'entreprise que j'ai, parce qu'on ne va pas me la faire à l'envers quand on essaiera de m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Je voulais vous demander, du coup, si vous partagez ce sentiment d'une progression depuis l'instauration de cet index, et si vous avez perçu dans vos différents environnements d'entreprise une évolution des mentalités. Quelles sont aussi peut-être les conséquences éventuellement négatives que cela a pu produire? Voilà, qui veut répondre en premier lieu? Anne-Laure, puisque vous êtes... J'y vais, je reprends. J'ai pas constaté de choses négatives suite à cet index. J'ai plutôt constaté que du positif. Effectivement, dès qu'on mesure, dès qu'on a des données, on n'a plus d'excuses pour ne pas avancer. On ne peut que avancer, j'ai envie de dire. 1% sur la note de 100, il faut vraiment que les 99 autres pourcents arrivent à 100 et très très vite. Et encore une fois, moi je salue vraiment cet index qui permet de mesurer et qui fait avancer. Après, je pense qu'il y a des points sur lesquels il faut être très vigilant, qu'on ne va pas forcément voir au sein de cet index. Il faut mesurer, par exemple, vraiment tous les postes clés dans les grands groupes. Alors, c'est vrai que c'est des politiques qui sont très différentes, mais on regarde les talents, on regarde les postes clés, on regarde, par exemple, au sein de mon groupe, on va regarder le nombre de femmes et d'hommes qui sont directeurs de nos grandes marques. Et c'est essentiel. On a, par exemple, 66% de directeurs de marques qui sont des directrices de marques. Et ça, ce sont des indicateurs qui sont extrêmement importants pour nous. Parce qu'il faut vraiment retrouver les femmes et les hommes à tous les niveaux, qu'il y ait une vraie mixité. Ça, je crois que c'est important en fonction des compétences. Après, pour moi, il manque des petites choses qu'on pourrait rajouter. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour ceux qui me connaissent. C'est le sujet du sexisme. Le sujet du sexisme dit ordinaire en entreprise, par exemple. C'est assez insidieux. Vous savez, le sexisme sont ses propos, ses gestes, ses petites blagues. Ah oui, elle est encore enceinte, elle les enchaîne. Ah non, attends, on est mercredi, elle n'est pas là. Ou encore, tiens, mets ta petite jupe là pour le rendez-vous, elle te va bien, ça va être un vrai atout charme. Tout ça, pour moi, c'est inentendable. C'est complètement inentendable et il y a un grand nombre d'entreprises, on s'est relié autour d'un acte d'engagement parce que je pense que c'est très important de s'engager pour lutter contre le sexisme. Ça, par exemple, malheureusement, on ne peut pas le percevoir dans l'index et il faut qu'on réfléchisse et on est en train d'y réfléchir pour des baromètres de perception parce qu'il faut vraiment qu'on n'entende plus jamais ces phrases, ces propos, ces gestes déplacés si on veut vraiment arriver à une égalité de traitement. Je pense aussi dans les entreprises, ce qui est important, alors c'est plus grand groupe, hein, bien sûr, c'est la vision que je connais la mieux, à réfléchir à tout ce qui va booster les carrières et booster les carrières des femmes. Un exemple tout simple, l'expatriation. Dans les grands groupes, on peut s'expatrier et en général, l'expatriation, c'est un accélérateur de carrière. Ça va booster les carrières. Sauf qu'il y a 10 ans, par exemple, dans mon groupe, tout simplement, il n'y avait que 20% de femmes qui étaient expatriées.
C'est pas possible ça. Donc il a fallu qu'on comprenne pourquoi on avait beaucoup moins de demandes de femmes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un conjoint et il y a un conjoint qui suit pas. La femme, elle va pas se poser de questions, elle va suivre son mari à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, un petit peu plus, mais moins de questions en tous les cas. Alors qu'une femme va interroger tout de suite son conjoint avant de réfléchir à l'expatriation. Donc c'est simple, hein, c'est s'appuyer avec des associations locales pour s'assurer qu'on va aider le conjoint ou la conjointe à retrouver un travail sur place pour faciliter ces process qui vont booster, accélérer les carrières. Et puis, il y a un autre sujet qui me tient à cœur, je crois qui tient à cœur à de plus en plus de monde, c'est, on parlait de congé maternité, hein, il y a également le sujet des congés paternité. Je pense que c'est un vrai sujet extrêmement important. Nous, on l'a passé à 6 semaines, on voit l'impact déjà et le nombre de papas qui en bénéficient, qui le prennent. On sait que c'est un impact dès le début, dès la petite enfance, quand le papa s'implique avec son enfant. On sait que ça peut libérer la femme. On sait qu'aussi au niveau de l'embauche, s'il y a un congé paternité, les employeurs vont pas se dire « Ah non, c'est vrai, elle va être enceinte, je vais prendre plutôt un homme ». Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on va pas retrouver, qui me semblent essentielles pour continuer à progresser et arriver à une égalité parfaite. Oui, le congé paternité, vous faites bien d'en parler puisque c'est un des points des propositions du plan de relance, ainsi que d'autres, hein, notamment le fait d'intégrer l'index égalité femmes-hommes, un pourcentage de femmes en fait, l'intégrer au pourcentage de femmes dans les instances stratégiques et de direction, mais aussi encourager en fait les achats de biens et de services conçus par des femmes. Donc, est-ce que vous pensez que ce sont des choses qu'il faudrait promouvoir? Est-ce qu'il y a d'autres idées que vous avez peut-être vous-même mis en place, construites au sein de vos différentes entités? Oui, peut-être rebondir pour dire qu'effectivement, l'index a cette vertu de poser les choses et de les montrer et de les quantifier. Après, il y a la question du plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait pour progresser et pour changer les choses? Alors, il y a des choses qu'on peut faire qui sont assez faciles, qu'on peut corriger. C'est-à-dire que, effectivement, on n'a pas augmenté les femmes de retour de congé mat. Bon, bah, on corrige. Voilà. Écart de rémunération à parcours égal, on corrige. Bon, ça c'est, j'ai envie de dire, le plus simple. Au-delà de ça, si on commence à regarder la représentation des femmes dans la pyramide de l'entreprise, on se rend compte évidemment que plus on se rapproche du sommet et moins il y a de femmes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de femmes? Qu'est-ce qu'on fait pour garder les femmes? Qu'est-ce qu'on fait pour mieux promouvoir les femmes? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre des comportements dont tu parlais, sexistes, etc. Le plan d'action, en fait, il est jamais simple. Et donc, je pense que là, il y a un certain nombre de choses à faire, notamment, par exemple, en fixant, Tatiana, tu parlais tout à l'heure de la charte, de dire, bah voilà, les investisseurs, ils s'engagent à financer 25% de projets féminins. Voilà. On est en train d'étendre cette charte avec Sista Willa, on est en train de l'étendre aux incubateurs. Dans les incubateurs, pareil, on va, n'importe quel incubateur signateur de la charte devra s'engager à accompagner au moins 30% de femmes dans les startups accompagnées. Il faut fixer des objectifs, il faut mettre des chiffres. Si on ne fait pas ça, on ne progresse pas. Donc moi je crois beaucoup à cette capacité que vont avoir les entreprises à dire ben voilà, désolé mais dans l'exécutif, dans les instances dirigeantes, on veut tant de pourcentage de femmes. Avec les conseils d'administration on y est arrivé, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. En politique, quand on a voulu une assemblée nationale à parité entre les hommes et les femmes, dans un gouvernement quand on veut une parité on y arrive. Donc il n'y a pas de raison que dans les entreprises, dans tous les niveaux hiérarchiques on n'y arrive pas. Donc il faut s'engager, il faut mettre des chiffres, il faut mettre des chartes, il faut mettre des quotas. Céline Mas, vous voulez peut-être, ou Tatiana, qui veut réagir Non, mais je suis effectivement tout à fait d'accord. Je pense que les chiffres ont un pouvoir assez magique, c'est de rendre inacceptable ce qui était avant acceptable. C'est-à-dire qu'autour de nos sujets, malheureusement, il y a quand même beaucoup de promesses et beaucoup de blabla. Et à partir du moment où on pose les chiffres, ils sont tellement scandaleux qu'on est obligé à un moment donné d'intervenir. Et d'intervenir évidemment avec une logique de quota. Moi, j'aime bien utiliser le mot objectif chiffré. Ça paraît absolument aberrant, mais pour convaincre un certain nombre de fonds d'investissement de financer un certain nombre de femmes, le mot quota était quand même un gros mot. C'est-à-dire que c'est très compliqué en France encore aujourd'hui d'utiliser le terme quota. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, à partir du moment où on passe nos journées à nous imposer des objectifs chiffrés, c'est quand même normal d'imposer des objectifs chiffrés à des fonds d'investissement. Il y a énormément de choses à faire et je pense qu'il faut imposer des quotas à beaucoup de niveaux, notamment dans les startups, puisqu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de progrès qui sont faits, notamment grâce aux grands groupes
et les choses avancent. Dans l'entrepreneuriat, c'est un monde qui finalement ne s'est pas autoréguler. Et donc il faut l'aider à se réguler à travers un certain nombre de demandes. Je pense qu'une des notions que je trouve très intéressante qui a été mise en avant par Brigitte Grésy du Haut Conseil est la notion d'égale conditionnalité. C'est de se dire au final que à partir du moment où on va chercher une subvention publique, on se doit de respecter un certain nombre d'organisations paritaires. Et je trouve ça absolument évident. Ça n'a pas été du tout le cas, par exemple, dans le cadre du PGE. On a distribué massivement des PGE et c'était exceptionnel de le faire parce que je pense que nos entreprises, notamment la mienne, ont une chance de survivre et de se développer grâce à cet outil formidable, sauf que dans le PGE, on ne sait absolument pas, puisque c'est complètement opaque, combien finalement ont été donnés à des femmes entrepreneurs et à des hommes entrepreneurs. Aujourd'hui, l'écosystème start-up n'est plus l'enfant dont on parlait avant, c'est en train de devenir monstrueux. On voit bien à quel point les GAFA sont en train de structurer toutes nos vies. Si on ne s'impose pas un certain nombre de quotas dans l'économie numérique et dans le financement de cette économie, on va se retrouver avec les mêmes travers qu'on a depuis toujours. Céline, vous vouliez ajouter quelque chose ? Décidément, ce panel est définitivement passionnant. Non, je voulais rebondir. Il y a une vingtaine d'années, j'assistais à une conférence avec Geneviève Fraisse, qui est une philosophe politologue éminente sur la question de l'égalité. Et elle disait, on ne crée l'égalité que par la contrainte. Et moi, à l'époque, j'étais un peu interloquée par cette réflexion. Et en fait, tout au long de mon parcours d'engagement, en rencontrant des milliers d'hommes et de femmes, on n'a pas parlé des hommes, mais c'est aussi très important, évidemment, que les hommes soient engagés dans ce sujet. Et surtout de comprendre que le féminisme ou l'engagement pour l'égalité, ça n'est pas un engagement contre les hommes, c'est un engagement pour une société meilleure et pour les droits humains. Et comme vous l'avez souligné Elisabeth Moreno, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison rationnelle, technique, quelle qu'elle soit, pour que des femmes et des hommes soient payés avec une différentielle de 23% lorsqu'ils ont les mêmes compétences et qu'ils occupent les mêmes fonctions. Et donc l'égalité, on la crée avec la contrainte. Donc effectivement, le quota a des effets et c'est constatable parce que quand on regarde la loi Copé-Zimmermann, donc 2011, en moins de 10 ans, on est passé d'un pourcentage infinitésimal de femmes dans les conseils d'administration et conseils de surveillance à aujourd'hui je crois que c'est 44% à peu près. Et donc on a fait un bond. Donc les résultats sont là, ils sont visibles, ils sont tangibles. Pourquoi s'en priver ? Et un deuxième point que je voulais évoquer en rebond à votre question, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle énormément de la question de l'égalité, mais ça ne veut pas dire que l'engagement doit s'éteindre. Parce que les obscurantismes, parce que la montée comme dit notre grande directrice exécutive, Phumzile Mlambo-Ngcuka, que j'admire énormément, les backlash reviennent en force. On a entendu dire, par exemple, que l'égalité entre les femmes et les hommes avec le Covid, ça devait être un sujet non prioritaire. Donc on doit rester vif, on doit rester attentif, on ne doit pas diaboliser, à notre sens, aux Nations Unies, on a une culture partenariale, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, on le fait avec des entreprises, avec des institutions, avec des partenaires de la société civile, parce que c'est ensemble que l'on peut avancer. Et un partenariat, c'est de l'honnêteté, c'est se dire quand les choses ne vont pas, mais c'est aussi se faire confiance, et c'est comme ça qu'on pourra arriver, à notre sens, à faire avancer les choses. Merci beaucoup. Donc le backlash, c'est la notion c'est le retour de bâton qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une avancée majeure dans les mouvements sociaux, il y a un retour à l'ordre un petit peu ancien, donc qui guette en fait effectivement, et c'est ce qui est en suspens en épée de Damoclès au-dessus des mouvements d'avancée des droits des femmes. Donc Elisabeth Moreno, est-ce que cela vous inspire ? Est-ce que vous avez déjà dans l'action que vous avez prévue dans les mois qui viennent intégré ces questions-là, et est-ce que vous avez des choses qui sont prévues que vous pourrez annoncer, dont vous pourriez nous parler, qui vont dans le sens de ce qui a été dit jusqu'ici ? Absolument. Absolument. Et comme nous sommes devant un parterre d'entrepreneurs, parlons entrepreneuriat. La population mondiale, c'est 52% de femmes. Donc c'est 52% de clientes. On peut se poser la question de savoir pourquoi on ne s'intéresse pas davantage à voir les personnes qui sont le plus à même de comprendre ces consommatrices et par conséquent de mieux répondre à leurs besoins. Je fais cette remarque-là et je vais répondre à votre question parce que c'est une question de bon sens économique. Vous connaissez, les Big Four ont fait un nombre incalculable d'analyses et McKinsey en premier lieu.
qui dit que l'égalité femmes-hommes, la mixité dans l'entreprise ou la diversité dans l'entreprise, c'est pas moins de, je sais pas si c'est McKinsey qui l'a dit ça, mais c'est 150 milliards sur 10 ans si on a cet équilibre-là dans l'entreprise. À un moment où nous sommes en pleine crise économique, où nous allons devoir nous réinventer dans une société qui est en pleine mutation, moi j'ai envie de prendre ça comme une opportunité de développement, au-delà de l'opportunité de réduire des injustices inacceptables. Après, sur les deux actions concrètes que j'ai en tête, bon, maintenant je vais être humble, hein, ça fait qu'un mois et demi que j'ai pris mes fonctions, mais ça, ce sont des convictions fortes, basées sur mon expérience professionnelle. Évidemment que le congé paternité serait un changement important dans notre société, à la fois pour l'enfant, qui aura la chance de voir ses deux parents pendant une période tout à fait respectable, parce que je me souviens, quand j'étais chef d'entreprise, que certains hommes qui devenaient pères me disaient « j'aimerais tellement passer plus de temps avec mon bébé ». Mais c'est pas possible, parce que c'est voilà. Donc moi, j'y suis favorable à la fois pour l'éducation de l'enfant, mais également pour cette égalité femmes-hommes et balance, équilibre dans la vie professionnelle et la vie privée. Parce que je lisais un livre qui disait que c'est pas tant les congés maternité qui freinaient la carrière des femmes, c'est la qualité de leur partenaire. Parce que si elles ont un partenaire qui contribue, qui aide, qui supporte, qui accompagne, eh bien, ma foi, elles peuvent retourner travailler plus facilement, plus tranquillement, elles culpabilisent moins. Et puis, pour les femmes qui sont dans cette salle, il y a un sujet aussi dont on ne parle pas beaucoup, c'est ce stress, cette dépression qu'on peut avoir parfois quand on a un enfant. C'est quand même beaucoup plus facile de porter ça à deux que tout seul. Donc c'est un équilibre sociétal. Ce congé paternité, c'est pas juste pour faire joli, c'est une nécessité qui aidera beaucoup de gens. Et puis le deuxième sujet, vous l'avez mentionné tout à l'heure, la loi Copé-Zimmermann, elle a eu l'avantage de faire passer la France de 15% de femmes dans les conseils d'administration à 45%, c'est ça le chiffre, 45%. Ça fait de nous le premier pays en Europe en termes de parité dans les conseils d'administration. C'est remarquable. Mais pour avoir été chef d'entreprise, ce ne sont pas les comités d'administration qui décident de quand on va augmenter les salaires des femmes. Ce ne sont pas les comités d'administration qui vont décider qu'il faut recruter davantage de diversité dans une entreprise. Donc moi, je suis parfaitement favorable. Bon, non, je mesure mes paroles. Je pense qu'il serait tout à fait bénéfique pour les entreprises d'avoir davantage de femmes dans les COMEX et dans les comités de direction, parce que non seulement en ayant plus de femmes à ces niveaux-là, il y a des décisions beaucoup plus équilibrées qui seront prises, mais aussi parce qu'elles vont jouer un rôle modèle, la représentativité. Vous savez bien, ces jeunes filles qui aujourd'hui se disent « non, la tech, c'est pas fait pour moi », eh bien, le fait de voir beaucoup de femmes dans la tech, et la tech, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, c'est présent dans tous les aspects de notre vie aujourd'hui, et on ne peut pas se permettre de laisser ce sujet traité que d'un point de vue masculin, parce que ça va biaiser la société dans laquelle nous allons vivre demain. Donc, c'est véritablement une question de quel genre de société, dans quel genre de société est-ce que nous voulons vivre demain, et quelle société est-ce que nous allons laisser à nos enfants. Et les générations X, Y et Z sont intransigeantes, elles sont beaucoup moins patientes que ma génération ne l'a été sur ces sujets-là, et elle ne l'acceptera plus. Ces inégalités-là ne seront plus acceptées, elles deviennent une question de compétitivité, et il est essentiel que les chefs d'entreprise, parce que moi je crois que l'entreprise, c'est l'endroit qui représente finalement tout ce qui se passe, mais de manière exacerbée, dans la société civile. On y passe plus de temps qu'on ne passe de temps dans nos vies familiales, et on y fait de belles rencontres, on y apprend des choses, on se développe, on s'épanouit, et dans cette société en pleine mutation, je pense que ces changements viendront de l'entreprise. Merci beaucoup.
Alors, il y avait évidemment d'autres questions qui avaient été soulevées par les différentes intervenantes, parce que c'est vrai que vous êtes aussi ministre en charge de l'égalité des chances et de la diversité. Donc, le fait que ces index puissent être appliqués à d'autres critères, malheureusement, on n'aura pas le temps de les évoquer. Peut-être qu'elles viendront dans les questions du public, puisqu'on a le temps encore, hein. D'accord, bon bah très bien. Moi j'aimerais bien savoir de quelle manière en fait ces critères qui consistent à promouvoir l'égalité des femmes et des hommes peuvent s'appliquer à d'autres groupes. Je sais par exemple Anne-Laure Thomas que vous êtes très sensible à la question du handicap, mais ça peut aussi valoir pour les questions territoriales, les questions de minorités d'origine. Est-ce que ce sont des questions auxquelles vous avez réfléchi? Donc je vous demande à chacune peut-être de faire une réponse un peu synthétique et puis ensuite à demander à Elisabeth Moreno de nous dire aussi sur ce plan-là ce que son ministère a prévu. J'y vais. J'y vais. Oui, tout à fait. Enfin, je crois qu'on est toutes unanimes sur le fait que mesurer pour progresser, c'est essentiel. Et ça doit s'appliquer à l'ensemble des critères de la diversité, des diversités. Effectivement, Roguelia, vous avez parlé de handicap. Je pense que c'est très important de regarder sur le sujet du handicap, mais sur l'ensemble des sujets. Et on est que l'AFMD, l'Association française des managers des diversités, on mène un groupe de travail depuis plus de 6 mois qui va encore se prolonger pour créer un index de mesure de l'inclusion, parce que je pense que l'inclusion, d'une manière transversale, est extrêmement intéressant à mesurer. Il y a effectivement des critères quali et des critères quanti à prendre en compte, donc c'est un sujet sur lequel on essaie de travailler et d'avancer pour mesurer l'ensemble des critères sur l'inclusion. Merci beaucoup, Céline. Oui, de manière très courte. Un premier point, toutes les discriminations procèdent du même mécanisme d'exclusion, donc évidemment les méthodologies sont tout à fait extensibles. Deuxième point, Goldman Sachs, la Banque mondiale, Merrill Lynch et une série éminente de grands noms de la finance ont prouvé encore dernièrement par des notes que de toute façon les entreprises qui étaient RSE pour aller vite étaient surperformées, notamment pendant la crise. Donc en plus, d'un point de vue purement économique, on doit aller dans cette direction-là. Et la diversité est vecteur d'innovation, c'est prouvé par bon nombre d'études. Donc oui, oui, oui. Merci. Tatiana ou Marie? Oui, effectivement, je pense que ce qui est intéressant, c'est que récemment, on a eu la preuve, même si on n'a évidemment pas besoin de prouver que c'est facteur de performance économique, mais la preuve est faite de plus en plus. Il y a énormément d'études d'Harvard, de Wharton, du MIT qui prouvent que la diversité et que la mixité est facteur de performance, qu'il y a un retour sur investissement qui est plus important. Et donc, en dehors du fait que, évidemment, on le veut pour une justice sociale, nos entreprises sont plus résilientes et plus performantes. Donc, il faut absolument, à tous les niveaux, essayer d'aller plus loin. Et oui, Marie, pardon. Absolument. C'est aussi un constat qu'on a fait chez Willa. On s'est rendu compte que les entreprises qu'on accompagnait étaient des entreprises qui étaient naturellement plus diverses. C'est-à-dire que le fait d'avoir de la parité dans la direction faisait que c'était des entreprises qui avaient plus de mixité sur plein d'aspects, social, racial, d'âge, et c'est un phénomène assez intéressant. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'une mixité, une diversité en entraîne une autre, et c'est là qu'on a vraiment tout le potentiel de cette diversité pour faire de l'innovation et créer du nouveau, et pas rester dans la création du même. Et effectivement, quand on est dans l'univers start-up, on a quand même toujours ce cliché de l'homme, oui, mais aussi blanc, et aussi qui a fait des bonnes études, et donc c'est quand même ça le cliché. Et donc ce qu'on veut promouvoir, c'est un modèle qui soit évidemment plus divers que ça. Et chez Willa, ça fait plusieurs années qu'on fait des programmes spécifiques avec les missions locales, avec la préfecture du 93, où on va aussi travailler dans les quartiers et on va aussi travailler sur la mixité sociale. Donc c'est vraiment hyper important de travailler sur l'ensemble de ces champs et très cohérent. Merci beaucoup. Donc, Elisabeth Moreno, donc, vous êtes effectivement en charge de la question de l'égalité femmes-hommes, mais aussi d'autres questions, l'égalité des chances et de la diversité. Et c'est vrai que ce sont des questions qui sont parfois invisibilisées. Et puis, quand on parle des femmes, on parle de toutes les femmes. On peut être une femme, être en situation de handicap, être noire, être musulmane portant un foulard. Donc, cette question de l'intersectionnalité, c'est une question qui est importante. Donc, de quelle manière, en fait, vous allez... Parce que c'est vrai que, pour vous dire la vérité, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y ait un discours
en fait qui permettait d'appréhender cette question-là de manière transversale avant votre nomination. Donc de quelle manière vous allez faire en sorte que toutes les femmes se sentent représentées dans ces discours-là qui parlent de l'inclusion des femmes et que finalement ce ne soit pas uniquement les femmes favorisées qui vont profiter en fait d'indicateurs et de dispositifs alors qu'elles sont déjà à une marche simplement de l'inégalité. Merci, je ne sais pas qui c'était. Mais... je voudrais faire une remarque parce que, d'abord, si on m'avait dit qu'un jour je serais ici à parler en tant que ministre de la République, je pense que j'aurais dit pardon. Mais si on m'avait donné une baguette magique en me disant quel genre de ministère vous souhaitez, c'est exactement celui que j'aurais choisi. Parce que j'ai finalement la responsabilité d'un ministère des oubliés. J'ai envie de le dire comme ça parce que c'est comme ça parfois que je le sens. C'est-à-dire que nous contribuons à la vie de cette société de manière extrêmement dynamique. Il y a de la volonté, il y a de l'ambition, que l'on parle des femmes, que l'on parle des personnes issues de la diversité, que l'on parle des lesbiennes, des gays, des trans, toutes ces personnes-là font la société, la richesse et la beauté de la société française aujourd'hui telle que nous la connaissons. Mais, pour des raisons, encore une fois, que je ne sais pas expliquer, nous sommes ostracisés parfois, oubliés, mis de côté. Et je suis tellement fière et tellement heureuse de porter ces combats parce que je suis intimement convaincue que la richesse de la France de demain, puisque c'est ce dont nous parlons, elle passe par l'inclusion de toutes les personnes telles qu'elles sont, avec leur beauté, leur richesse, leur qualité et leurs défauts. Et c'est ça qui fait qu'une société peut se prétendre une société développée. Parce qu'une société ne peut pas se prétendre développée si elle n'inclut pas tous ces individus et qu'elle leur laisse quelques-uns sur le bas-côté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois dans les vertus de la transparence et de l'obligation de résultat. J'en reviens au comptage. Parce que j'ai vu des entreprises dans le cadre de l'index égalité qui étaient tellement fières d'afficher leur magnifique score, comme si parfois elles étaient même elles-mêmes surprises de voir d'aussi beaux résultats, mais de le partager parce que c'était leur valeur et parce que ça leur permettait finalement de partager avec l'extérieur leurs valeurs d'inclusion et de diversité et de mixité, etc. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de continuer de le partager. Et je crois... on a fait énormément de travail d'un point de vue environnemental. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont mesurées, qui sont calculées, qui sont comptées. Moi, je souhaite que nous continuions ce travail de se dire, tant qu'on ne mettra pas le doigt sur ce qui dysfonctionne et qu'on ne le fera pas de manière factuelle, tout ce qu'on ne mesure, si on ne peut pas mesurer quelque chose, on ne peut pas progresser dessus. C'est simple et c'est mathématique. Donc, il faut avoir des objectifs clairs, précis, inclusifs. Moi, je suis contre toutes les formes de communautarisme, toutes les formes d'exclusion. Si on le fait de manière inclusive et qu'on emmène tout le monde en éduquant et en formant, je suis sûre que ce pays en sortira grandi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre une question. Oui, il est temps effectivement d'ouvrir les échanges au public, donc je vous laisse... Alors, il y a un micro qui circule, c'est ça ? Les questions sont affichées. Il se trouve qu'il y en a une qui est un peu plébiscitée par le public et qui concerne aussi l'organisation, puisqu'on parle de ce panel qui ne comporte que des femmes. Donc c'est vrai que dans le collectif Nous sommes demain, on avait à cœur de donner la parole aux personnes directement concernées par ce sujet. Mais la question derrière, peut-être qu'on peut vous poser, malheureusement très rapidement en 5 petites minutes, c'est selon vous quel rôle du coup des hommes dans ce débat, dans ce sujet? Moi, alors celle-ci, je vais la prendre. S'il y a 52% de femmes dans la société, ça veut dire qu'il y a 48% d'hommes. Il n'est pas dans mes valeurs et mes principes de remplacer une injustice par une autre et une domination par une autre.
Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, 80% des entreprises sont encore dirigées par des hommes. Si on n'implique pas les hommes dans cette conversation, on aura loupé quelque chose. Et on va récolter ce que nous dénonçons aujourd'hui. Et moi, j'ai fait ma carrière principalement dans le bâtiment et dans la tech, deux milieux extrêmement féminins, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai eu la chance de rencontrer des hommes qui étaient sains, bienveillants, compréhensifs, et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc, je pense qu'il eût été intéressant que nous ayons le point de vue de certains hommes sur ce sujet, parce que cette société n'évoluera pas sans le travail intelligent des femmes et des hommes. Tatiana, Jana. Je pense qu'effectivement, il y a certains sujets où il est nécessaire quand même d'arriver à libérer la parole et donc on est souvent entre femmes, notamment chez Sista. L'idée c'était de se dire qu'on accueillait 30% d'hommes, puisque à partir de 30% une communauté est correctement représentée. Donc si on a 30% d'hommes, on considère qu'ils sont représentés. Dans mon secteur, aujourd'hui, il y a 86% de partenaires des fonds d'investissement qui sont des hommes. 86%. Donc il y a 86% d'hommes qui décident si au final on va avoir un financement ou pas quand on est entrepreneur, ce qui est évidemment ce qu'il nous faut pour grandir. Donc si on n'a pas à un moment donné une discussion avec ces 86%, on n'arrivera évidemment à rien. Et je pense qu'il faut les inclure dans le débat, mais il faut aussi évidemment continuer à imposer, puisque on n'arrivera pas à avoir une égalité sans imposer des quotas, malheureusement. Après, on peut aussi rappeler que c'est 1 heure. Donc, dans la vie, sur 24, ça va. Je veux dire, c'est un espace d'1 heure de discussion où quelques femmes discutent entre elles, mais de manière générale, ces espaces sont quand même largement occupés par les hommes. Donc, il ne faut pas penser que cette table ronde va exclure de manière définitive tous les hommes de la conversation, parce que je pense qu'il y a bien d'autres espaces qui leur sont accessibles. Et puis on peut aussi un peu de temps en temps choquer dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a tellement de panels où sur scène on voit 5 hommes sans que ça n'émeuve personne. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. On va donc passer au vote sur les propositions du plan de relance sur l'égalité femmes-hommes. Donc vous connaissez maintenant la chanson. Vous vous connectez sur Klaxoon et vous votez pour la proposition parmi les 3 dont nos intervenantes ont débattu, qui est selon vous prioritaire pour le plan de relance. Et pendant que vous votez, j'ai le plaisir d'annoncer sur scène une autre femme qui va nous faire donc les fameuses 3 minutes rebond, qui va nous apporter son regard, son éclairage sur l'échange qui vient de se dérouler. Et donc j'appelle Yasmine Wiran, la fondatrice de We Belong Europe. Merci de l'applaudir. Merci. Yasmine Wiran, donc vous êtes étudiante à Sciences Po Bordeaux en relations internationales. Vous êtes impliquée à l'échelle européenne avec une très belle reconnaissance et internationale, principalement en faveur de l'égalité femmes-hommes et de la question aussi des migrations. Donc merci beaucoup de faire cette déclusion. Merci pour cet intéressant débat. On a parlé de beaucoup de choses, on a nommé plusieurs chiffres. Donc je pense qu'il est important, alors que Madame la Ministre a nommé les oubliés, un mot très fort, de vous poser une question, à la fois aux intervenantes, mais aussi à la salle. Et la question que je voudrais vous poser, c'est de regarder autour de vous et de vous demander qui est absent. Qui est absent aujourd'hui de cette salle? Mais aussi, c'est une question que je me pose à chaque fois que je rentre dans une institution européenne, internationale ou dans une entreprise. Et j'ai eu la chance du coup de travailler avec une scale-up, avec une entreprise qui faisait partie, donc qui prenait des financements de la Commission européenne. Donc on a évalué des centaines et centaines de startups et ce qu'on a trouvé, c'est que oui, c'est un monde d'hommes. 80% d'entreprises, on a des hommes à la tête de ces entreprises. Donc il est important d'avoir une approche non seulement de genre, mais aussi une approche intersectionnelle. Et on en a parlé. Alors moi, en tant que Yasmine, jeune femme de 24 ans, qui travaille dans une entreprise et qui arrive
en tant que minorité, il faut le dire, je me retrouve avec 12% de taux de réponse de la part de centaines de CEO que j'ai contactés, par rapport à 49% de taux de réponse de mon collègue homme. Et cela, on le remarque aussi lorsqu'on contacte des investisseurs, lorsqu'on contacte des CEO, des PDG. C'est-à-dire que quand on est une femme, on ne nous prend pas en considération. Ça s'appelle un biais inconscient que ces messieurs ont développé. Et donc, il faut déconstruire ce type de discrimination, puisque c'est des discriminations invisibles qui ne sont même pas quantifiables. Comme moi, je reçois ce taux de réponse sur LinkedIn ou par mail. En tant qu'employé, on ne peut rien faire, parce que c'est une discrimination structurelle. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est important de réfléchir aux chiffres, et c'est ce qu'on a voulu faire, mais aussi de s'assurer que ceux qui sont absents dans cette salle, les jeunes, on parle du futur, on parle du monde de demain, je pense que c'est notre monde et qu'il faut qu'on ait une place dans la table des discussions et des décisions. Et donc, pour conclure, je dirais que l'opportunité est la clé pour toute jeune femme et aussi jeune homme, mais surtout jeune femme, leur offrir des opportunités dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat et dans le leadership. Sans l'opportunité, sans des financements mis en place non seulement par des ONG ou des organisations ou des entreprises, et je suis très contente de travailler avec elles font, mais surtout et avant tout par l'État. C'est seulement comme ça qu'on arrivera à faire en sorte que les personnes absentes soient présentes et incluses et que leur place dans la société soit reconnue. Merci. Merci beaucoup Yasmine Ouiran de We Belong Europe. Donc on va maintenant assister au résultat du vote. Donc vous avez voté pour une des 3 propositions. Je crois que ça va s'afficher. Et c'est la deuxième proposition, mettre en place un congé paternité de 4 semaines dans toutes les entreprises qui a eu les faveurs du public. Donc je vais demander à Elisabeth Moreno si elle peut aujourd'hui s'engager à soutenir cette proposition. Et si on revient dans un an, on pourra se dire que cette table ronde a abouti à quelque chose de concret. Alors, personnellement, je l'ai déjà dit, moi, cette mesure, personnellement, elle me plaît pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et comme je suis une femme de conviction, je vais aller convaincre les autres. Je vais essayer. Merci beaucoup. Donc, sachez, parce que je tiens à le dire, j'ai eu cette discussion avec mes collègues Adrien Taquet, qui s'occupe de l'enfance, et Olivier Véran de la santé, et que je sens que nous serons bien soutenus. Voilà. Eh bien, merci. C'est une annonce dont on suivra les traductions avec attention. Merci à vous pour votre franchise. Merci à vous toutes et tous d'avoir assisté à cette table ronde. Merci Marie-Georges, merci Tatiana Jama, merci Céline Mas, merci Anne-Laure Thomas, excusez-moi, et merci Elisabeth Moreno pour cet échange très très riche. Merci à tous. Merci mesdames, merci à vous.